du chamanisme vous intéresse particulièrement, on organise une visite guidée intitulée Chaman et guérisseur dimanche. Si vous le souhaitez, je crois qu'il reste des places. Donc voilà, petit appel pour ceux que ça peut intéresser. Alors je commence par déjà vous remercier vous d'être présents évidemment et puis remercier surtout nos 3 intervenants qu'on est très très heureux d'accueillir ou d'accueillir à nouveau pour certaines. Donc Catherine Clément qui est philosophe et écrivaine. Non. Écrivain. Oui. Pardon. En 2018, on ne sait pas toujours. Corinne Sombrin, donc, qui a une histoire très particulière dont elle pourra vous parler davantage, et qui a notamment été initiée au chamanisme en Mongolie. Et le docteur Jean-Pierre Lablanchy, qui est donc médecin et psychiatre, et qui a une certaine connaissance aussi des pratiques d'autres continents, notamment d'Afrique. Oui, donc je vais vous montrer des images d'une transe chamanique mongole, comme ça vous aurez une idée de la façon dont ça se passe. Donc les Mongols, pour accéder à la transe, alors quel est l'intérêt pour tous les chamans du monde d'accéder à la transe, c'est-à-dire c'est l'outil qui permet d'accéder au monde des esprits, parce que eux considèrent ce monde des esprits qui est invisible comme très riche et qui est en général, les esprits pour eux sont les garants du maintien de l'harmonie dans le monde. Donc on ne fait jamais rien sans leur demander leur avis. Et la façon de leur demander leur avis, c'est d'accéder à ce monde des esprits. Et un des moyens, c'est d'utiliser la transe pour les chamans. Pour ceux qui ne sont pas chamans, en Mongolie, il y a une trentaine de chamans pour une population de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, ça a évolué avec le tourisme chamanique, il y a 3000 chamans qui sont tous un peu faux, mais qui font payer très cher les cérémonies. Voilà. Donc parlons de la moyenne nationale qui est d'une trentaine. Et donc ceux qui ne sont pas chamans ont également un moyen d'accéder au monde des esprits qui est l'intuition. Voilà. Pour les Mongols, l'intuition est le langage qu'utilisent les esprits pour vous prévenir d'un danger ou pour dire que justement vous êtes en train de créer une dissonance, que ce que vous faites, c'est pas en harmonie et pas en accord avec ce que voudraient les esprits. Donc si vous n'écoutez pas votre intuition, ça va énerver les esprits qui vont pas se sentir respectés et ils vont vous envoyer des petits signes, souvent sous la forme de problèmes. Alors en Mongolie, quand vous avez une masse de problèmes, c'est pas des petits problèmes du quotidien, quand vous avez une masse de problèmes, vous avez compris que vous avez dû faire une bêtise qui a énervé les esprits. Alors ces bêtises sont toujours des manques de respect, toujours. Ça tourne autour du mot respect. Manque de respect pour son environnement, pour sa nourriture, pour ses voisins, pour soi-même, enfin voilà tout ça. Et pour les rituels. Donc vous allez voir le chaman quand vous n'avez pas compris pourquoi vous aviez tous ces problèmes. Et le chaman, lui, a donc cet outil supplémentaire qui est la transe pour accéder au monde des esprits. Donc le travail du chaman, là, ce que vous allez voir, c'est d'aller demander aux esprits pourquoi la personne a un problème et quelle est la bêtise qu'elle a pu faire, le manque de respect qu'elle a pu avoir pour énerver les esprits. Donc là, le rôle du chaman, c'est pas un rôle de guérisseur tel qu'on l'entend en Occident. C'est un rôle de réharmonisateur et de lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Et le chaman est censé revenir avec une réponse et dire au consultant si tu as eu tous ces problèmes, c'est parce que le manque de respect que tu as eu, c'était pour ça, ou ça peut venir aussi des ancêtres, parce qu'il y a la notion de transgénéalogie là-bas. Donc on dit qu'on peut porter ce qu'ils appellent un busar, une souillure. Busar, c'est le mot mongol, une souillure d'une génération à l'autre, et si elle n'est pas nettoyée par un rituel, par un chaman, à ce moment-là, elle se transmet d'une génération à l'autre. Et donc le rôle du chaman aussi, c'est d'identifier ce busar et de demander aux esprits d'où ça vient. Donc, ce qu'on va voir là, c'est une cérémonie au tambour. Ce sont des photos, parce que je ne l'ai pas filmé. Vous allez voir que le chaman joue avec un tambour qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, entre 80 et 1 mètre de diamètre. C'est un gros tambour. Vous allez voir qu'il
il y a un autel qui représente tous les esprits avec lesquels le chaman va entrer en contact pour avoir ces informations. Donc cet autel est fabriqué avec des bandes de tissu aujourd'hui, parce que vous savez qu'à la période communiste, dans les années 30, il y a eu une interdiction de pratiquer le chamanisme. Les communistes pensaient que c'était inapte à la modernité, donc ils ont éliminé le bouddhisme et le chamanisme, et donc il y a eu des purges, vraiment dans les années 30, 3% de la population a disparu. Et donc le chamanisme était interdit. Donc comme autrefois, ils représentaient ces esprits avec des petites poupées en bois, comme c'était difficile de les cacher, parce qu'ils ont quand même en secret continué à pratiquer les cérémonies chamaniques, et bien, ils ont remplacé les poupées en bois par des bandes de tissu, raison pour laquelle vous voyez des bandes de tissu avec des représentations des esprits de l'eau, avec des cartilages de poissons, avec des plumes d'oiseaux qui représentent les esprits du ciel, etc. Vous allez voir que le costume du chaman est intégral, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas ses yeux, parce que pour eux, le voyage chamanique est quelque chose qui n'est pas de tout repos, et que pour accéder au monde des esprits qui va vous donner les réponses, il faut traverser des mondes des esprits avec des entités néfastes qui peuvent vous attaquer. Donc le costume chamanique est conçu comme une armure, véritablement, avec des grelots de différentes sortes, dont certains sont considérés comme des balles qui seront susceptibles de tirer sur l'entité néfaste qui peut vous attaquer. Et vous allez voir que le chaman a une coiffe avec des franges devant les yeux, parce que son regard ne doit en aucun cas croiser le regard de ces entités néfastes, sous peine d'être tué par ces entités néfastes. Donc le costume du chaman considéré comme une armure et une protection pour ce voyage chamanique. Alors vous allez voir que sur le costume de ce chaman, donc les costumes diffèrent en fonction des différentes ethnies mongoles. Là, on est chez les Tsatanes, ce sont des éleveurs de rennes qui vivent à la frontière de la Sibérie. Et donc leur costume est un peu différent des autres, mais en gros, c'est toujours à peu près les mêmes. Et là, vous allez voir qu'eux utilisent des bandes de tissu sur lesquelles le consultant va poser la question ou écrire la raison pour laquelle il est venu consulter. Et cette bande de tissu est accrochée au dos du costume du chaman. Vous allez les voir ici. Donc là, on est dans un tipi. Il y a un poêle au milieu du tipi. Et donc, il y a un assistant qui tient le chaman pendant la cérémonie, parce que le chaman, pendant la transe, perd la notion de l'espace. Il ressent pratiquement pas la douleur. Donc, non, mais on va le faire. Je vous annonce que vous allez voir. Après, on lancera la bombe. Oui. Ah oui, parce que vous attendez depuis. Oui. D'accord. Voilà. Donc vous allez voir ça. C'est le PowerPoint que vous m'avez envoyé. Il y a du son. Oui. Donc voilà le tambour.
Si on veut parler de la folie, là-bas, comment sont considérés justement les doudingues dont parlait Catherine, ils sont considérés comme des gens qui ont des pouvoirs et souvent qui sont un peu chamans, justement, parce que pour eux, le fait d'avoir accès à une réalité différente de la majorité est une richesse. Et c'est pas un handicap. Voilà, donc ça c'est vraiment important, cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose de différent de moi, quelque chose de plus que ce que je peux voir, eh bien alors c'est intéressant. Donc beaucoup de doudingues sont considérés comme chamans là-bas. Pas les violents, hein, bien sûr, mais voilà, c'est une façon différente de voir qui est un peu plus riche, on dirait. Moi, je suis venu essentiellement pour porter un témoignage. Pour moi, pour nous, il n'y a pas de fous. Il y a des gens qui souffrent et on fait des efforts pour les aider. Alors, au départ, l'un de mes départs, ça s'est passé dans une clinique de recherche sur le sommeil présidée par Jouvet et Henri Laborit. En 2 mots, et je vous dis ça parce que ça montre l'attitude que nous avons ici en Occident et encore à l'heure actuelle. Henri Laborit était un chirurgien français, militaire, marine, et qui, dans les années 50, voulait opérer le cœur plus longtemps. C'est la raison pour laquelle il a étudié les anesthésiques. Et le bilan de ses recherches, c'est qu'en 1953, il a découvert le premier antidépresseur du monde, qui s'appelle la chlorpromazine. Il y a eu avant et après. Avant, c'était les asiles, c'était les cures de Sackel, c'était les électrochocs, c'était les camisoles, c'était les coups traumatiques. Après, ça a changé. Et je dis ça parce que c'est un tournant majeur dans l'évolution de notre société. Et en travaillant avec lui, je passais mon temps à cette époque-là, il y a 40 ans, à arrêter les médicaments qu'il avait inventés. Parce qu'on se retrouvait avec des gens drogués jusqu'aux oreilles, chez qui ça ne marchait plus, il fallait trouver autre chose. Alors, il y a à peu près 10 000 produits chimiques que vous pouvez avaler sans mourir tout de suite. Ça s'appelle des médicaments. Et puis, environ 400 000 plantes connues pour leur activité générale et psychotrope en particulier. Donc j'ai appliqué à cette époque-là les mêmes méthodes que lui, enfin les méthodes qu'il a enseignées pour l'étude et l'utilisation des psychotropes, mais dans le domaine des plantes. Alors ça m'a par la suite confronté à beaucoup de choses, bien évidemment. Dans le titre de cette intervention, il y a l'idée d'importer en Occident le chamanisme. C'est déjà fait. Et ce n'est pas que Corinne. Est-ce qu'on peut démasquer quoi que ce soit, disait Catherine? C'est pareil. La question n'a aucun sens. Le Saint-Esprit s'aliène, ça j'ai beaucoup aimé, parce que c'est bien ça. Alors la question qui se pose pour la psychiatrie, c'est la dangerosité. C'est là que se fait le clivage. Évidemment, il faut faire attention. Donc les états de conscience modifiés, je les ai connus avec les plantes, je les ai connus avec beaucoup de choses, le yoga, avec la méditation, avec le rêve éveillé, avec beaucoup de choses. Ce que j'ai rencontré avec Corinne, c'est un autre état du cerveau que je préfère appeler la transe cognitive, comme elle d'ailleurs, plutôt que la transe chamanique. Parce qu'il y a un présupposé religieux dans la transe chamanique qui n'est pas celui d'un psychiatre. Alors, c'est d'abord et avant tout une question de posture. Les Étrusques disaient « Ce n'est pas parce que les nuages se rencontrent que jaillit l'éclair. Mais c'est afin que jaillisse l'éclair que les nuages se rencontrent. » C'est une inversion de la posture. C'est très important parce que dans cette culture, dans cette fonction de la transe, vous renversez la position. Afin que l'éclair jaillisse, il faut que les nuages se rencontrent. C'est ça la posture. C'est ce que disait Yves Coppens quand il rencontrait un bushman. Il lui a posé la question, mais pourquoi dois-tu peindre
avant d'aller chasser. Et l'autre lui répond, mais comment peut-on aller chasser sans peindre d'abord? C'est cette inversion qui est en cause. Elle est très importante. Alors pourquoi définir très rapidement ce qu'est un bushman? Ce sont des populations anciennes d'Australie qui vivent dans ce monde exactement celui que décrivait Corinne en Mongolie. Moi, ce qui me frappe, c'est l'inversion. Si vous voulez comprendre la rencontre des nuages, vous allez toujours vous poser la question pourquoi, et vous allez vous perdre. Alors que lorsque vous concentrez sur l'éclair qui jaillit, vous allez vous poser la question comment. C'est là qu'est le renversement. La question n'est pas pourquoi ça arrive, mais comment faire et qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Quand je dis que le chamanisme a toujours déjà été là, c'est lié à l'évolution du cerveau humain, c'est lié à l'évolution de l'homme en général. Souvenez-vous, phylogénèse, ontogénèse, tout récapitule tout en permanence, et toutes ces strates, nous les avons en nous. Ce type de transe procède et relève de l'animisme. Et il y a 3 strates de développement, l'animisme, le polythéisme et le monothéisme. Pour une culture animiste, chaque objet de l'environnement est doué d'intentions qui sont bienveillantes ou malveillantes. Et la grande question pour le chaman, pour le sorcier, pour le guérisseur, c'est de déterminer ce qui est bienveillant et malveillant. C'est ainsi que vous verrez des guérisseurs se promener dans la brousse, en forêt. Ils vont goûter les différents éléments en s'identifiant à un patient, à une maladie, à quelque chose qu'ils ont rencontré. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils ne raisonnent pas comme nous. Nous avons une fonction logico-déductive. Eux, c'est exactement l'inverse. Ils ressentent d'abord et ils essaient ensuite. C'est très important de comprendre ce renversement pour accepter ce que peut donner, ce que peut apporter la transe chamanique. Alors, pour un psychiatre, l'observation d'une transe de ce type-là, c'est un phénomène qu'on appelle dissociatif. C'est une sorte d'hallucination provoquée, temporaire, qui a la grande élégance d'être réversible. L'imagerie cérébrale nous a apporté beaucoup dans la compréhension des phénomènes mentaux, des maladies mentales. Clémence m'avait suggéré de parler du DSM-4 et autres, ou DSM-5 maintenant, et de toute la nosographie psychiatrique. Ça, en l'occurrence, ici, pour notre sujet, ça n'a strictement aucun intérêt. Et j'y pense parce que l'imagerie nous a déjà appris qu'on a affaire à des maladies fonctionnelles du cerveau et qui ne correspondent pas exactement à la nosologie telle qu'elle a été décrite auparavant. Alors, chez les psychotiques, ce que l'on voit, d'abord, c'est très difficile aujourd'hui de suivre ces imageries qui sont d'une grande complexité. Le résumé que je vous fais, c'est vraiment un résumé. Déjà, on n'est pas dans le même état quand on est au repos et quand le cerveau fonctionne. Ce n'est pas la même chose. Alors, à supposer qu'on ait dépassé ce stade et que ce soit un cerveau qui soit au repos et dans des conditions d'expérimentation reproductibles, il y a 2 types de psychoses. Il y a des psychoses qu'on appelle déficitaires et les signes négatifs sont en général liés à un déficit du métabolisme de l'aire qu'on appelle préfrontal gauche. C'est là. À l'inverse, chez les sujets qui produisent des événements, qui bougent, qui parlent, qui ont des hallucinations, ceux-là ont un trouble d'hyperexcitabilité temporale gauche. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce sont des manifestations fonctionnelles, comme si des zones entières du cerveau n'arrivaient plus à communiquer normalement entre elles. Ce que j'observe dans les manifestations que j'ai pu constater avec Corinne, c'est la même chose, mais en plus doux. Par ces phénomènes, et comme Corinne est musicienne, je ne vous l'ai peut-être pas dit, d'avoir trouvé les séquences et les fréquences sonores qui arrivent à provoquer cette légère déconnexion du cerveau, permet à ceux qui le pratiquent, d'ailleurs je suis persuadé que tout le monde ici peut le faire, d'avoir ces manifestations qui se produisent et qui sont absolument spectaculaires. Donc,
en Occident, quand un psychiatre voit ça, il n'a qu'une idée, c'est d'arrêter l'histoire. Donc prenez des neuroleptiques, s'il vous plaît. On peut peut-être revenir un peu sur le travail que vous avez mené avec Corinne. Donc je voulais simplement, avant de dire ça, je voulais simplement vous dire que tout ceci nécessite quand même une grande prudence. Et d'ailleurs, les chamans le disent, Corinne le dit, il faut quand même savoir accompagner les gens, parce que quand vous embarquez quelqu'un dans une régression de ce type, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Surtout la première fois, il faut être vraiment attentif à ça. Alors ce que ramène à la surface ce type de manifestation mentale, c'est des connaissances auxquelles vous n'avez pas accès en situation normale. Ça pose des tas de questions, ne serait-ce que qu'est-ce que la mémoire ? Et j'avais organisé un congrès avec Rachel Yehuda. Rachel Yehuda, c'est la psychiatre des pompiers de New York, donc le 9/11, vous voyez. Elle a fait une clinique de soins dédiée aux victimes de la Shoah et à tous leurs descendants. Et il y a maintenant 6 générations d'observations. Et on a des gens de la 4e, 5e, 6e génération qui se remémorent des événements concernant leurs ancêtres et des événements auxquels ils ne pouvaient pas avoir accès. Ça a été contrôlé. Donc, qu'est-ce que la mémoire ? Comment ça se transmet à travers les générations ? Et comment vous avez accès à ça dans des états modifiés de conscience ? C'est une des grandes questions. Oui, j'ai plus de questions que de réponses dans ces histoires. Bon, il faut se souvenir que pour passer de l'animisme au polythéisme, les polythéismes, les dieux se réunissent en plusieurs dieux qui ont eux-mêmes des intentions bienveillantes et malveillantes. Puis après, vous avez le monothéisme qui unifie tout ça, le Dieu unique et les 3 religions monothéistes. Vous savez ça comme moi. Mais je cite ça parce que l'Église catholique, apostolique et romaine, et comme toutes les religions monothéistes, n'ont cessé de lutter contre ces phénomènes. C'est interdit. Les phanies, les divinations, ces manifestations de transe, tout ça est strictement interdit. Souvenez-vous de l'expérience de Jean Itard avec Victor de l'Aveyron. C'est dans un bouquin de Lucien Malson qui s'appelle « Les enfants sauvages ». Et juste après la Révolution française, ils ont trouvé un enfant sauvage dans la forêt qui avait été élevé en l'absence totale de présence humaine. Et plutôt que de le brûler, parce qu'à l'époque, c'était quand même bien ce qui devait se passer, Jean Itard a été le fondateur de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, puisqu'il l'a considéré comme un malade. Et il décrit les exercices qu'il développe pour le ramener à cette conscience que nous appelons, nous, normale. Je dis ça parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un cerveau humain en dehors de la communauté, de la culture et du langage. Il y a tout ça qui ressort lorsque vous êtes dans une transe chamanique. Alors, j'ai croisé ça souvent, aux Indes, par exemple, une des plantes que j'ai trouvées les plus puissantes dans ces manifestations s'appelle la Rauwolfia. Ce sont les médecins anglais qui ont ramené ça des Indes, et la Rauwolfia était le premier traitement des psychoses graves de type maniaco-dépression. Dans les accès maniaques, c'est une plante extrêmement efficace. J'ai rencontré ça en Haïti. Ça pourrait supposer une longue digression parce que c'est aussi des rituels extrêmement sophistiqués. Et en Haïti, la plante la plus utilisée s'appelle la datura. Datura stramonium est une plante psychodysleptique. En Afrique, c'est le rite de l'iboga. C'est le rite qu'on appelle le bouiti. Ce sont des rites en particulier chez les pygmées africains. Donc toutes ces plantes ont des capacités de psychodysleptique, c'est-à-dire de pouvoir modifier cet état de conscience et de faire émerger ces états-là. Ce n'est pas sans danger, et je ne suis pas là pour vous préconiser ça du tout, mais simplement vous dire ce qui se passe. Et ce qui m'a frappé dans le travail avec Corinne, c'est qu'elle arrive à déclencher ces phénomènes, mais sans substance. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc le rituel est là pour protéger les sujets. Le chaman est là pour aller rechercher celui qui l'a entraîné dans la transe au cas où les choses ne se passent pas bien. Et parfois, il faut un peu autre chose que de la viande crue, ça c'est sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. On peut peut-être vous laisser la parole du coup à tous les deux, Jean-Pierre et Corinne, peut-être Corinne d'abord, pour en dire un peu plus sur ce travail que vous avez mené ensemble, et Corinne notamment sur ces états modifiés de conscience,
avec effectivement en insistant sur l'accompagnement et la prudence que ça nécessite. Je vous laisse piloter le PowerPoint aussi. J'appuie sur là, selon le slide que vous voulez. D'accord. Voilà, donc après cette expérience de la transe en Mongolie, j'ai été formée pendant des années là-bas à pratiquer la transe. Et moi, je voyais que au départ, c'était effrayant cet état, mais après, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que les principaux effets de la transe, c'était d'abord la notion de perte de la notion du temps. Ma force était augmentée. La perception de la douleur était diminuée. Il y avait un phénomène de dissociation dont vient de parler Jean-Pierre, et ce phénomène de dissociation est que tout d'un coup on est dissocié, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui observe l'autre. Donc il y a toujours votre partie de vous qui est consciente, la partie habituelle qui est consciente de la même façon, mais qui tout d'un coup, il y a une émergence d'un autre vous qui, lui, peut être l'animal, le personnage qui se met à agir devant vous et que vous laissez faire ou pas, suivant les différentes formes de transe. Avec des psychotropes, il est difficile d'y échapper. Avec les trans qu'on a développées, avec des outils sonores, on peut toujours arrêter l'expérience, c'est l'intérêt. Donc j'ai voulu comprendre, moi, pourquoi le son d'un tambour pouvait me faire cet effet-là et qu'est-ce qu'il faisait sur mon cerveau. Donc les recherches qu'on a commencé à mener, c'était à Edmonton, au Canada, avec le professeur Florent Henry, qui m'avait été présenté par Pierre Éthévenon, qui est un chercheur français, et qui a été le premier à bien vouloir entendre mon histoire sans m'envoyer chez un psychiatre, justement. Voilà. Et donc Pierre Éthévenon m'a dit, il m'a fait faire une démonstration, bien sûr, et c'est lui qui m'a dit, si vous voulez qu'on fasse un électroencéphalogramme de votre cerveau en transe, j'ai peut-être des chercheurs qui sont intéressés, mais le problème, ça va être le tambour, parce que avoir des électrodes sur la tête, relier un ordinateur et jouer du tambour, vous avez vu, ça bouge beaucoup quand même. C'est l'inconvénient de la transe, c'est pas comme une méditation où ça bouge pas. La transe, il y a vraiment des mouvements. Et ça fait sur les électroencéphalogrammes, ça fait des artefacts musculaires qui sont l'activité musculaire plus que celle du cerveau. Donc ça crée des biais sur les tracés. Alors, Pierre Éthévenon m'a dit, pour pouvoir être enregistré en laboratoire, tu dois, te passer du tambour, ce qui voulait dire induire la transe par la seule volonté. À l'époque, j'ignorais complètement que ça pouvait être possible, puisque aucune tradition dans le monde propose une induction par la volonté à la transe. Donc, il m'a dit, c'est la condition, il va falloir essayer. Je ne pouvais pas avoir de casque non plus, parce qu'avec les EEG... Le EEG, c'est un casque aussi avec des électrodes et ça, c'était pas compatible. Donc je me suis dit, je vais essayer, et j'ai pensé à induire la transe en essayant d'imaginer le son du tambour. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et ce qui a marché, en fait, c'est que chaque début de transe, je me mettais à trembler, j'avais le nez qui faisait comme ça, et les mains qui tremblaient comme ça. Et je me suis dit, ça, c'est peut-être... ce qui peut déclencher la transe. Donc j'ai réinduit la transe par ces mouvements-là, en fait. Et je me suis rendu compte là qu'il était possible de réinduire la transe par la volonté, par ces mouvements que déclenchait le tambour. Donc je ne savais pas encore à l'époque tout ce qui allait suivre. Mais en tout cas, c'était une piste. Et donc j'ai réussi à induire la transe par la volonté dans un laboratoire avec des électrodes sur la tête. Et ça a donné les images qu'on va voir là. Ouf, voilà. Donc l'idée au départ, c'était de faire une transe sous EEG et de comparer l'état de mon cerveau au repos avec un EEG sur la tête et en faisant la transe. Donc là, vous voyez que...
Voilà. À gauche c'est mon cerveau en transe, et à droite, c'est un groupe contrôle de 80 personnes, femmes, droitières, qui sont pas en transe, justement. Et donc les premières images ont montré que il y a ce qu'ils appellent une augmentation de la puissance spectrale, donc une augmentation de l'activité vraiment importante sur certaines zones du cerveau pendant la transe. Donc je ne vais pas vous faire plus sur les neurosciences, parce que vous pourrez accéder à l'article qui a été publié sur ces recherches 10 ans après ces recherches. Il a fallu 10 ans pour pouvoir le publier. Il est paru l'année dernière seulement, en 2017, et ses premières recherches ont été faites en 2007. Donc cet article, je vais vous le... Voilà, il est là. Donc vous pouvez le consulter sur Internet, il est en libre accès. Vous tapez Florent-Henri et al. 2017 et vous allez y accéder. Bon, il est un peu en anglais, c'est un peu des neurosciences, donc c'est pas très simple à comprendre. Mais c'est vraiment une première brique à la compréhension de ce phénomène. Et ce qui était vraiment très intéressant, parce que le premier doute qu'ils ont eu, c'était de savoir si c'était psychopathologique, la transe, si c'était un état pathologique ou si c'était juste une transformation de l'état du cerveau qui était non pathologique. Et la conclusion de l'article, vous la voyez en bas, c'est que non seulement c'est pas un état pathologique, mais qu'ils pensent à la transe comme un des futurs outils de la psychiatrie. Donc c'est la conclusion de l'article, qui est quand même c'est énorme. Voilà, par rapport à tout ce qui avait été présenté au départ. Donc c'est bien identifié comme un état dissociatif, mais non pathologique. Alors à partir de là, on a vu que la transe était due à une modification du fonctionnement du cerveau. On s'est dit, alors il n'y a pas de raison que les cerveaux des autres ne soient pas les mêmes que le mien. Et là, on a commencé à réfléchir à des outils sonores qui permettraient d'induire une transe. Donc avec l'aide de chercheurs, parce que moi je suis musicienne, mais ça ne suffit pas. Avec l'aide de chercheurs, on a mis au point des outils pour induire une transe. Il faut vous dire qu'en Mongolie, le tambour que vous avez vu provoque une transe chez une personne sur 100 000. Ça veut dire 0,0001%. Donc c'est pas beaucoup. Donc on s'est dit peut-être que c'est pas suffisamment efficace et qu'on peut trouver des choses qui sont plus efficaces. Donc moi j'avais identifié dans les rythmes de tambour que jouaient les chamans là-bas des boucles qui étaient particulièrement efficaces et qui irrésistiblement me mettaient en transe. Donc c'était pas le début, le rythme régulier que jouait le chaman, mais c'était le moment où le chaman dit être possédé par l'esprit, et le moment où justement il dit que c'est l'esprit qui joue à travers lui et c'est plus le chaman qui décide. Donc ça fait des rythmes assez très très différents, très étonnants, et c'est ça qui, moi, vraiment provoqué une transe irrésistiblement sur moi. Et c'est ça que j'ai sélectionné pour les donner à des chercheurs qui en ont fait des boucles de son, voilà, qu'on a testé pour la première fois aux Beaux-Arts de Nantes, dans l'école des Beaux-Arts de Nantes, parce que je faisais des workshops avec les étudiants des Beaux-Arts pour leur montrer, justement, on parlait des poètes tout à l'heure, mais les artistes vivent des états modifiés de conscience quand ils sont dans l'instant de création. Donc, je leur montrais qu'au niveau du cerveau, l'état de transe et l'état de création étaient un peu similaires. Voilà. Donc, ces étudiants, je leur ai proposé, quand on a eu ces boucles de son, de les tester. Et 80% d'entre eux sont partis en transe. Voilà. Donc, au lieu de 0,0001%, on avait 80%. Donc, ça se révélait assez efficace. Et depuis, on a testé ces boucles uniquement avec des chercheurs, parce qu'on s'est dit, sur les artistes, c'est facile, ils connaissent la transe. Ils connaissent déjà les états modifiés de conscience. Mais les chercheurs avec qui on travaille, est-ce que ça va leur faire le même effet ? Bien que les chercheurs soient des poètes, aussi. Parce que quand on les entend parler, c'est toujours de la poésie. Donc, on s'est dit, les chercheurs aussi, on va tester. Et puis la moyenne était à peu près la même qu'avec les artistes. Il y a 80% qui partaient en transe, mais à la première écoute, à la deuxième ou troisième, le résultat est quasiment de 100%. Voilà, alors on s'est dit, maintenant, peut-être qu'on va essayer de voir à quoi ça sert si quand une personne est en transe, elle peut régler des pathologies. Et la première, c'est une vidéo que je vais vous montrer. C'était avec un des chercheurs avec qui on travaille, qui est Francis Tolel, un directeur de recherche au CNRS et professeur de recherche à l'université de Louvain. Et lui a eu un problème, un cancer avec des métastases osseuses. Et puis un jour, il m'appelle et me dit, écoute, j'ai le bassin bloqué, j'arrive pas à marcher, j'ai été très bien opéré. En revanche,
qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces boucles de son, si tu me mettais en transe, qu'est-ce qui se passerait? Donc il a été son propre cobaye, il a écouté ses sons, il a vécu une transe, vous allez la voir, et vous allez voir que le bassin est bloqué, donc quand il arrive, et que vous allez voir le bassin qui se met en marche, en fait, qui bouge. Et vous allez voir que les jambes se mettent à bouger au départ, donc c'est le début de la transe, et qu'il semblerait que ces mouvements des jambes aient permis de débloquer le bassin, mais c'est pas lui qui a décidé, c'est son corps qui à ce moment-là s'est mis en mouvement et a déclenché tout ça. Donc on lui a appris à auto-induire la transe, parce que l'idée c'est de les rendre autonomes, et on s'est rendu compte qu'en 7 à 8 écoutes de ces boucles de son, les traces synaptiques se mettent en place dans le cerveau comme un apprentissage, et que la personne est capable de réaccéder à cet état sans les boucles de son. Donc c'est ce qu'on appelle l'auto-induction de la transe, qu'on appelle transe cognitive maintenant, puisque évidemment, on peut, par respect pour le chamanisme, on ne peut pas dire que ce sont des transes chamaniques dans la mesure où il n'y a pas le rituel autour, où il n'y a pas tout ça. Donc on parle de potentiel humain, dont on a réalisé que c'était vraiment le cas, et qu'on reconnecte grâce à ces sons, on reconnecte la personne à ce potentiel qui est là en chacun de nous, qui était là avant les chamans, et qui est juste un potentiel de l'humain, qu'en Occident on a un peu mis de côté, parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un en transe, c'est impressionnant et que ça fait peur. Alors ce potentiel, on l'a testé avec Francis. Je vous montrerai une autre vidéo après d'une autre personne qui a une maladie de Charcot, ça c'est à Berkeley, et vous allez voir qu'il se passe la même chose, c'est-à-dire que son corps se met à faire des gestes que la personne n'a pas décidé de faire, et c'est comme si il y avait des systèmes d'auto-guérison qui se mettaient en place et qui semblerait dans cet état augmenter. Voilà. Donc c'est sa première écoute de la boucle de son. Donc tout ce qui se met à faire, c'est pas le début, hein, j'ai mis des extraits. Et vous voyez son bassin qui commence à bouger alors qu'il était paralysé. Voilà, donc bien sûr aujourd'hui il marche parfaitement bien, et il va bien, et il a récupéré. Enfin, il est certain que la transe lui a permis, parce qu'il a, donc je vous l'ai dit, il a auto-induit la transe, il a su le faire chez lui, et la transe se déclenchait très souvent. Hein, au départ, il disait mais c'est enquiquinant ton truc là. Donc on lui a appris à l'arrêter, bien sûr, quand c'était pas le moment qu'elle se déclenche, mais c'est comme si son corps avait besoin de retrouver cet état pour pouvoir exprimer et faire le travail qu'il avait à faire en quelque sorte. Enfin, je dis son corps, mais c'est aussi son cerveau, hein, bien sûr. C'est pas... Corinne, quelles sont devenues les métastases? Alors les métastases ont disparu, mais ça c'est pas grâce à la transe, on peut pas dire ça, hein, du tout. En tout cas, il a fait d'autres traitements que Jean-Pierre connaît bien, mais en tout cas, il a récupéré la motricité grâce à la transe, ça l'a aidé à la récupérer. Et alors là, la deuxième vidéo que je vais vous montrer, c'est à Berkeley, la patiente d'une psychologue avec qui on travaille, qui a une maladie de Charcot, et elle a accepté, pareil, qu'on lui fasse écouter ses boucles de son. Et donc elle tient debout, elle ne marche pas, elle tient debout, il faut la tenir pour la faire avancer. Et donc pareil, on lui a fait écouter ses boucles de son, et vous allez voir, elle va dire, bon, on entend son témoignage en anglais, mais elle va dire qu'en fait elle a jamais crié de sa vie. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Et à un moment, elle va dire ceci est mon corps, ceci est mon corps. Et c'est ce qui vient, c'est ce qui sort d'elle-même. Et cette personne a été abusée par son père de l'âge de 4 ans à 8 ans. Donc, elle se réapproprie son corps, et c'est assez impressionnant. Le résultat, je vous en parlerai après.
Donc là, il y a des enceintes qui jouent. On a baissé volontairement le son pour pas que vous entriez en transe, hein, ce ne serait pas le but. Donc son corps se met pareil à bouger. Et elle a des problèmes respiratoires, puisque la cage thoracique est compressée. Et vous allez voir la longueur des sons qu'elle fait, qu'elle est capable de faire dans cet état-là, qu'elle n'est pas du tout capable de faire dans un état de conscience ordinaire. It started with that's what I was just laying there. I could just feel, I could see this tunnel, this opening that went right out into here. So I didn't do screaming, but I just had the sensation that if I opened my mouth, it would let stuff out. Mm. So that's how it started. And then I started, I just kind of went, just open it up, and it started to open up. So I just said, well, let's give it a go, I just started to open up, and then it just took off. And it began to shake up in here, and still this area wasn't moving, the lower area, the legs. Elle dit qu'au niveau de son ventre, ça bougeait plus et que elle avait la sensation que ça s'était réactivé au niveau du ventre, et que parce qu'elle avait complètement perdu la sensation de son. La maladie a commencé par ça, au niveau du nombril, c'est là qu'elle a perdu les sensations. And I just felt, my whole being just felt completely activated. Wow. It was like a full, it wasn't like a normal light sensation, just like stopping. C'est comme si tout mon corps était réactivé. Wow. Yes. Like the whole body? The whole body just felt like, that's the word that came about, activated. Ça, c'est la psychologue Nadine Grisberger qui est sa patiente. Voilà, alors elle a fait 2 séances avec les sons. Après 2 séances, elle était capable d'auto-induire déjà la transe. Et donc, elle s'est entraînée chez elle à vivre des transes, suivie toujours par Nadine Grisberger qui est formée à la transe. Et elle nous a écrit 3 semaines après qu'il n'y avait pas eu du tout de modification encore au niveau de l'amélioration de la marche. On ne pouvait toujours pas marcher. Mais qu'elle avait des sensations dans les petits orteils de pied. Qu'au niveau de la respiration, l'amplitude s'était améliorée, et qu'au niveau des hanches, elle était capable parce qu'avant, quand elle se déplaçait dans son lit, elle appuyait sur ses mains comme ça, et elle se déplaçait centimètre par centimètre comme ça, et que là, elle arrivait à bouger les hanches et à faire des plus grandes distances. Voilà. Donc 3 semaines après, il y avait déjà une amélioration. Qui s'est poursuivi. Comment Jean-Pierre va pouvoir vous en parler. Il semblerait qu'il y ait une reconstruction neuronale qui se mette en place. Normalement, il faut 2 à 3 ans pour une reconstruction neuronale. Il semblerait que ce soit un peu plus rapide. Donc, on a commencé des recherches au CHU de Liège avec Steven Loris, qui est spécialiste des états modifiés de conscience, professeur de neurologue.
Et donc, elle habite à Los Angeles, cette patiente. Donc, il va se mettre en relation avec un laboratoire pour qu'on fasse des électromyogrammes réguliers pour voir si, effectivement, il y a une amélioration de son état au niveau des muscles et en combien de temps cette amélioration va se faire. Comme ça sera un moyen de mesurer. Alors, les dernières... Voilà, je vous parlais de Stephen Loris à Liège. Donc, ça, ce sont les dernières recherches qu'on a commencées. Donc, ils ont fait la même chose qu'à Edmonton, c'est-à-dire que cette fois-ci, avec des appareils qui sont plus évolués qu'à Edmonton, il y avait 48 électrodes en 2007. Hein. Là, il y avait 256 électrodes. On a passé des IRM, stimulation magnétique transcrânienne, PET scan, tout ça pour comprendre qu'est-ce qu'est la transcognitive et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le but non pas juste d'explorer, mais de la comparer aux autres états modifiés de conscience, qui sont la méditation, qui sont le rêve, qui sont l'expérience de mort imminente et tout ça. Donc, Stephen Loris a créé un institut qui s'appelle Giga Consciousness, où il s'est spécialisé dans l'étude des états modifiés de conscience. Et l'idée là, c'était de pouvoir cartographier et placer la transcognitive au milieu des autres états modifiés de conscience, en voyant ce qui est identique et ce qui est différent. Voilà, donc on va avoir les résultats, ils sont en train de les dépioter, c'était en mai. Donc il va faire une publication avec ça. Et puis après, on va faire une cohorte de 10 sujets qui ont été formés à la transcognitive, dont mon voisin, dont Marek Kassar, le docteur Kassar qui est là derrière, pour justement pour voir pas sur un one case study, mais sur une cohorte, sur plusieurs personnes, pour qu'on puisse faire une étude sur plusieurs personnes. Et puis les projets, donc ce que vous avez vu sur cette patiente à Berkeley a déclenché l'envie de faire une étude clinique à Stanford avec David Spiegel. Donc ça, c'est vraiment important aussi, parce que là, c'est pas une étude clinique, s'il n'y a qu'une patiente, on ferait sur 10 patients qui souffrent de la maladie. Donc à Stanford. Et puis donc Stephen Loris voudrait travailler sur les cas de Locked-in syndrome, sur plusieurs études cliniques qui se mettraient en place sur l'anxiété chez les adultes, enfin sur plein de sujets. Donc là, on voit que quand on se réapproprie ce potentiel, qui a été heureusement préservé par ces populations, on a probablement un outil qui va se révéler très intéressant dans beaucoup de domaines. En psychiatrie, on va en parler aussi. Il y a aussi des projets qui ne sont pas encore mis en place, mais qui se profilent. Si vous voulez voir après une transe avec une stimulation magnétique transcrânienne, il y en a une après, mais on verra. Mon petit commentaire, c'est de dire que ce que vient de vous montrer Corinne n'existe pas. Maïd Charcot, c'est une maladie terrible, réputée incurable. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça me rappelle quand même que les psychotiques qui ont ce même type d'hyperactivation qu'on a vu sur l'électroencéphalogramme ont une force inouïe. Et dans les hôpitaux psychiatriques, quand vous avez un psychotique en crise, il faut au moins 10 infirmiers, voire 15. La technique, c'est on se met à 10 ou 15 derrière un matelas et on pousse dans un coin pour pouvoir maîtriser. Tellement la force d'un psychotique en crise est incroyable. C'est extrêmement dangereux. Et vous savez, les difficultés que rencontrent les hôpitaux psychiatriques à l'heure actuelle, ils ont toute ma compassion. En ce qui concerne Francis, je le connais bien. Il a une facilité pour entrer en transe maintenant qui est absolument incroyable. Il rentre en transe pendant le dîner, en faisant ses courses, il fait ce qu'il veut, et il passe dans l'autre monde, il revient. Là, vous avez vu les premières transes. Et les premières transes sont les plus spectaculaires, je trouve, et elles sont effectivement profondément douées de mouvement. Et si vous connaissez cet état, vous allez d'abord et avant tout commencer par vous occuper de vous. Le reste n'existe pas. Moi, je peux vous dire que ma première transe avec Corinne, je venais de me faire opérer de la main, un truc un peu compliqué, difficile et douloureux, que je devais en principe rééduquer. La rééducation s'est faite en 3/4 d'heure avec elle. On est distancié, on se voit de l'extérieur. Bon, j'ai appris l'ostéopathie, la fasciathérapie, donc je savais quand même les règles. Eh bien,
le kinésithérapeute en moi s'est mis à travailler avec ma main, mais moi j'étais à l'extérieur. C'est très curieux. Des gestes, des mouvements impossibles, douloureux, j'aurais jamais pu faire sans ça. Jamais. Donc j'ai fait ma rééducation en 3/4 d'heure. C'est juste un exemple. On est dans un état modifié de conscience, il se passe des choses tout à fait étonnantes, comme vous l'avez vu avec Francis et comme vous l'avez vu avec cette patiente atteinte de maladie Charcot. Alors pour l'Église, c'est très embêtant, parce que ça, c'est de la possession. Si Dieu existe, c'est que le diable existe. Donc c'est pour ça qu'on a passé des années, voire des siècles, à éteindre ces phénomènes. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils ont toujours déjà été là, et si ça vous intéresse, c'est en vous. Oui, je voudrais rajouter. Oui. C'est peut-être une réflexion un peu bizarre, mais ça me fait penser aux recherches qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale par les psychiatres américains sur la voix de Hitler, la voix d'Adolf Hitler pendant ses discours, qui étaient enregistrés, donc on pouvait travailler dessus. Et ils ont découvert qu'il produisait des ultrasons qui faisaient aboyer les hommes et pleurer et sangloter les femmes. Alors, je vous livre le fait brut, je n'ai pas l'explication, mais ça me semble, dans le même paysage mental, de penser que ce que vous dites. Alors, entre autres choses bizarres que j'ai faites dans ma vie, j'ai injecté de la musique. Vous avez injecté de la musique? J'ai appelé ça l'acupuncture acoustique, pour qu'on ne m'embête pas trop. Il se passe des choses quand vous injectez des sons sur les surfaces osseuses, en particulier en direction du cerveau, vous avez des modifications de l'état conscience qui sont également très spectaculaires. Avec retour du refoulé, sans appréhension, c'est-à-dire sans douleur, il y a des scènes entières que vous avez oubliées, pouf, qui reviennent. Et ça, c'est aussi l'action des sons. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc, Corinne parlait de perspectives que ça ouvrait pour la psychiatrie. Est-ce que, je sais que tous les projets ne sont pas encore aboutis, mais est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de... C'est une question. Non. Oui, puis après, on peut passer. Il nous reste une grosse demi-heure, donc on pourra évidemment, si vous avez des questions, alimenter les échanges avec vous. Est-ce que Jean-Pierre, vous voulez répondre à cette question ou est-ce qu'on passe directement? Oui, je pense que ça va faire partie des questions. Oui. Donc, disons que c'est la première question étant toujours difficile à poser pour la salle. Disons que c'est moi qui l'ai posée. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Je ne prétends pas répondre à tout ce qui se passe, c'est bien trop complexe. On a l'habitude avec Francis Tolel de dire que nous sommes devant des phénomènes d'une telle complexité qu'un cerveau humain ne peut pas répondre à des questions aussi fortes. Il y a 200, 300 facteurs qui peuvent interférer et produire ces phénomènes. Donc, ce que nous pratiquons s'appelle la réduction phénoménologique, c'est qu'il s'agit d'essayer de déterminer les 3 ou 4, peut-être 5 facteurs pertinents qui vont nous permettre d'aider quelqu'un dans ce type de souffrance. Donc, parmi les facteurs qu'on peut utiliser et étudier, et artificiellement on a tendance à les isoler des autres, pourrait se trouver la transcognitive. Moi, ce que j'observe, c'est que ça a tendance quand même à provoquer des retours du refoulé, à provoquer des retours du passé, et particulièrement de ses ancêtres. C'est ça qui m'a frappé. Et je voudrais dire à quel point il m'a semblé extrêmement important dans les applications que Corinne a enseigné la transcognitive à des médecins qui travaillent au niveau des soins palliatifs. Donc on travaille avec des gens qui ont une espérance de vie de quelques jours. Et cette modification du cerveau, cette modification de la perception permet une communication dans la famille, il y a un effet systémique, il y a un apaisement des conflits, il y a un apaisement de toutes les difficultés qui existent dans toutes les familles, ce qui permet à ces personnes de partir en bien meilleure sérénité. Ça, c'est une application psychiatrique que j'ai trouvée absolument majeure. Tu pourrais peut-être en dire un mot. Oui, je crois que tu as dit l'essentiel, mais c'était impressionnant ce qui s'est passé avec
avec ce médecin qui travaille en soins palliatifs, parce qu'elle percevait en état de transe, elle percevait mieux son patient qui ne parle pas, qui est souvent dans un état de coma. Et voilà, je peux pas en dire plus parce que c'est des projets de recherche, c'est encore du travail qui n'est pas abouti et sur lequel on va devoir proposer des programmes de recherche. Mais c'est prometteur, là encore, c'est prometteur. Donc je sais que certains d'entre vous ont des questions, on peut vous écouter. Oui, bon, vous m'entendez? C'est bon. Ouais, bonjour. J'avais juste une question par rapport à... Moi, je ne connais pas du tout la transe comme Corinne l'a vécu, mais j'ai été poussée à travailler dans la jungle cet été en Amazonie. Et donc, j'ai essayé l'ayahuasca, j'ai fait une quinzaine de cérémonies. Et en fait, je voulais vous demander, parce que bon, on a l'impression aussi que ça aide énormément au niveau physique, émotionnel, psychique, spirituel, enfin. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être détaché justement du chaman, du rituel? Parce que j'ai quand même eu l'impression que le chaman était essentiel pour nous guider. C'est-à-dire, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, que je ne pourrais pas ici avoir une réunion avec des gens, juste prendre l'ayahuasca et travailler. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était là pour cadrer et nous guider. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un médecin puisse faire la tâche d'un chaman? Non, un médecin n'est pas un chaman et un chaman n'est pas un médecin non plus. Voilà, d'accord. Donc on ne peut pas comparer. Tout ce qui est chamanisme, c'est lié à une culture qui est une culture qui a évolué sur des milliers d'années, et donc on ne peut pas du tout comparer. En revanche, quand on forme un médecin à la transe et qu'on le forme pas juste un week-end, hein, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, ils se disent on fait un week-end de chamanisme entre guillemets et ça y est, ils sont chamans, quoi. Donc là, c'est le danger sur lequel justement on veut insister, c'est que si, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que si en face d'eux, il y a une personne qui part vraiment en transe et qui a une appréhension importante, qu'est-ce qu'il fait pour la ramener? Et donc là, le guide et la personne qui va accompagner la transe, il faut absolument qu'elle soit extrêmement bien formée pour être capable de ramener la personne si justement il y a une réaction trop violente. Et ça prend pas un week-end, c'est de l'ordre de 3, 4, 5 ans. D'accord? Voilà. Donc les gens qu'on forme, ils ont interdiction quand ils sont débutants de provoquer des transes chez les gens puisqu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir les ramener. Donc le chaman joue ce rôle de je vais te protéger, je suis capable de voir où tu en es parce que moi je suis en transe, je suis capable de voir et de te ramener s'il y a un souci. Donc en ce sens-là, le médecin qui est formé à la transe va avoir ce rôle de contrôle et de mise en sécurité de la personne qui va vivre la transe. Ça, c'est très important. Mais au niveau culturel, c'est complètement différent, bien sûr. J'ai l'impression que ça pourrait aider énormément de monde. Donc, moi, j'y crois à ce que vous racontez. Pourtant, j'étais pas du tout. Ça m'a ouvert une fenêtre que je connaissais pas. Par contre, c'est ce que vous avez dit. Ils font payer des prix exorbitants. Donc, même pour quelqu'un qui en aurait réellement besoin, c'est impossible. C'est-à-dire, si on vous dit vous devez y aller 3 mois parce que votre traitement va durer 3 ou 6 mois, c'est impossible de le financer pour la plupart des gens. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour commencer à développer C'est ce qu'on est en train de développer, c'est-à-dire de former des médecins, des psychologues, des gens qui sont capables de suivre et de pratiquer des thérapies. Donc ces gens-là, quand ils seront formés, ils pourront suivre un patient à des tarifs remboursés par la Sécu. Non, il n'est pas d'accord. Non, j'imagine tout de suite les contrôles. Non, mais quand ils vont se rendre compte que ça leur coûte moins cher, on m'a dit, il faut que tu arrives à convaincre les mutuelles de tout ça. Eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils vont. Non, c'est off record, hein, on entend. On a une deuxième question. Moi, ce qui me frappe, parce que vous parliez des plantes, hein, c'est que chaque culture a sa plante initiatique. Ici, c'est le vin. En face, en Afrique, le cannabis, par exemple. De l'autre côté, en Orient, l'opium. En Amérique du Sud, vous allez trouver le peyote partout. Non, mais si, vous pouvez vous... Ah, si, détrompez-vous. Alors ça, Si, bien sûr. bien sûr.
Non. Voilà. Il y a toujours un effet dose. Non, mais une si elle dose est toxique. utilisée sans conscience, comme le vin, je veux dire, c'est toujours pareil. Je hein, faisais voilà. juste remarquer que c'est justement le propos ce soir, c'est de comprendre et découvrir qu'on peut obtenir ce type de situation, mais sans drogue. C'est ça qui m'intéresse. On a une deuxième question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez où dispensez-vous ces enseignements? Mais il s'est éteint le micro. On les dispense pas pour l'instant. Pour l'instant, ça devient des projets de recherche. On a travaillé en Belgique avec les élèves des Beaux-Arts. On a fait des travaux qui sont un projet de recherche avec des artistes, parce qu'on ne parle pas forcément de pathologie, mais qu'est-ce que ça développe aussi pour que des étudiants et des gens qui sont sans pathologie. Donc là aussi, on a des réponses, mais pour l'instant, on n'a pas du tout encore développé d'enseignement autour de ça. D'accord, parce que j'ai cru comprendre que vous formiez des soignants, c'est ça? Voilà, mais ça, c'est juste peu de soignants. C'est ce qui nous permet d'avoir des pistes de recherche. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas savoir ce qu'un médecin va trouver dans la pratique de la transe et comment il va en voir la projection, dans quel service, dans quel domaine et dans quel... Voilà. Donc, l'idée, c'est de former quelques programmes pilotes, donc des chercheurs qui sont dans différents domaines de recherche ou de médecine, et eux vont nous dire, une fois qu'ils connaissent la transe, tiens, ce serait peut-être intéressant d'étudier ça et de voir comment ça marche là. Voilà. Donc pour l'instant, on n'en est que là. Donc il n'y a pas de programme officiel de formation. Voilà. Donc ce sont juste des pionniers pour l'instant. Une autre question, je crois, monsieur qui s'était signalé déjà il y a longtemps. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Je voudrais savoir comment vous avez construit les boucles de son. Après, en faisant cette démarche, est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un peu la même chose que ce qu'on fait avec les plantes? C'est-à-dire qu'avec les plantes, souvent, on va chercher la molécule qui va bien, qui est efficace dedans, et on l'extrait. En faisant ça, c'est peut-être un peu discutable, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez pensé qu'il pouvait y avoir des utilisations néfastes de ça? Voilà. Et enfin, vous nous avez dit plein de choses vachement intéressantes, ça donne envie de tester aussi. Voilà. Pas ici, s'il vous plaît. Déjà, les plantes et la musique, c'est vraiment pas la même chose. La musique, on est dans l'ordre du vibratoire. C'est une physique ondulatoire. Alors que dans les plantes, c'est particulaire, c'est moléculaire. C'est deux domaines vraiment qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires sur les plantes? Ça, c'est sûr. Sur tout ce qui est vibratoire, et ça m'a frappé dans ce que disait Corinne encore tout à l'heure, il y a un aspect contagieux de la transe. Quand vous êtes avec un chaman qui connaît la transe, il va vous aider à entrer en transe. C'est une sorte de contagion que j'appellerais vibratoire. On perçoit quelque chose. Est-ce que ça peut aller trop loin? Moi, je pense que oui, puisque vous induisez un état qui est quand même un état dissociatif. C'est un état avec souvent beaucoup de mouvements et vous pouvez vous mettre en danger. Quand vous commencez à vous prendre pour un lion et que vous sautez par la fenêtre, il y a un problème. Donc, je veux dire par là qu'il y a des normes de sécurité. Et il faut protéger la personne qui va passer en transe. Et peut-être tu as plusieurs exemples. Non, oui, ça c'est fondamental. Hein. Notamment on a fait des tests avec un psychiatre à Lyon, qui est Patrick Lemoine. Il voudrait commencer un programme sur les dissociés. Donc, ce sont des jeunes femmes. Il a fait un groupe de 6 jeunes femmes qui ont vécu des traumatismes très graves, donc des viols, des tortures par les parents, des choses très graves qui se sont traduites à l'adolescence par des crises de dissociation. C'est-à-dire qu'elles tombent par terre et elles se mettent à s'agiter, à crier, à hurler. Et quand je lui ai fait tester la transe, il sait ce que c'est, et puis il m'a dit mais moi ça me fait penser ces états de transe à l'état de mes dissociés quand elles sont dans ces crises pathologiques, dans des crises
de dissociation. Et il a dit, bon, ben, peut-être ce serait intéressant, parce que ces crises de dissociation se déclenchent n'importe où, n'importe quand, et ce serait peut-être intéressant de leur apprendre la transe cognitive de façon à provoquer la crise avant qu'elle n'arrive n'importe où, n'importe quand. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Bon. On n'a pas eu l'autorisation encore de faire ça dans la clinique où il travaille. Mais il m'a fait rencontrer ces jeunes femmes et il leur a demandé si elles étaient d'accord pour que je fasse une démonstration de transe. Donc Patrick parle de cette expérience dans son livre qui s'appelle 20 milieux sous les rêves, qui vient de sortir. Et le problème, c'est que quand on fait une transe et des sons particuliers devant des gens qui sont dans ces états-là, ben, ça déclenche. Voilà. Et pour eux, ils n'ont même pas besoin d'écouter les sons, ça part tout de suite. Et donc, j'avais pas le droit d'intervenir parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation et que j'étais pas censée intervenir. Donc, il a dit, elles ont l'habitude de gérer les crises, donc on va les laisser faire. Et on est allé dans son bureau et quelques temps après, on entend taper à la porte et 3 jeunes filles avaient ramené une qui n'était toujours pas revenue de cet état de transe pathologique. Et là, Patrick a accepté que j'intervienne pour voir si, moi, en transe, j'arrivais à la ramener de cet état. Et en 3 minutes, je me suis mise en transe. Et en 3 minutes, elle était revenue. Et donc, elle nous a écrit un mail après, un email, en disant qu'elle me remerciait parce qu'elle n'était jamais revenue aussi vite et aussi bien d'une dissociation comme ça. Voilà. Donc, c'est un exemple qu'on peut utiliser en psychiatrie, mais encore faut-il avoir l'autorisation de lancer ce genre de programme, ce qu'on n'a pas encore eu. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que la musicienne que vous êtes s'est mise à faire ça, à rentrer dans cette démarche de recherche avant personnelle, si j'ai bien compris, et après dans une recherche médicale? C'est un accident. Elle n'a rien cherché du tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Au départ, je faisais un reportage pour la BBC, pour la radio, en Mongolie, sur les mystères mongols. Et en écoutant le son du tambour, je suis partie en transe violente. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de me transformer en loup. Et comme on parle de la dissociation, je me voyais. Mais c'est pas que... J'étais obligée de faire ce que je faisais. C'est-à-dire que je me suis mise à hurler comme un loup, mais j'avais tellement envie de ça. C'était comme si c'était un besoin irrépressible de tout d'un coup vivre cet animal. Voilà. Donc je le vivais pas comme une contrainte. En me voyant faire, c'était vraiment étonnant et très flippant quand je suis sortie de la transe. Mais au moment où je le vivais, c'était un besoin irrépressible de faire ces sons de loup, de sentir que j'avais une truffe, j'avais des pattes. C'était trop bien. Enfin, c'était flippant en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec le somnambulisme? Et est-ce qu'il y a eu une modification de votre relation à la musique? Est-ce que votre musique a été changée par rapport à ça? Mais tout est changé. C'est comme si tout d'un coup une partie de votre cerveau était activée et des connexions neuronales qui n'étaient pas développées ou qui étaient en sommeil, parce qu'on pense que tout ça sont des systèmes infraconscients qui sont en veille. Se met en route. Donc c'est comme si on avait 3 jambes au lieu de 2. Alors ça change tout. Ça change tout, ça change son rapport au monde, ça change son rapport à soi-même, ça change. Pour ceux qui pratiquent la méditation, vous voyez qu'avec beaucoup de pratiques, ça change de toute façon quelque chose. Pardon ? Oui, je sais pas. Non, c'est un phénomène totalement différent. Lorsque vous dormez, vous avez un système de répression de vos mouvements, sinon vous vivriez, vous agiriez vos rêves. Donc c'est ce mécanisme qui saute dans le somnambulisme. C'est lié en général à des phénomènes dépressifs. Mais ce n'est pas du tout le même phénomène, ce n'est pas du tout les mêmes zones dont on parle. Là, on parle des zones qui concernent la psychose. Alors moi, je vais avoir une question par rapport à la conscience. C'est que vous décrivez ce qui se passe quand vous êtes en transe, mais est-ce que vous en avez un souvenir précis? Est-ce que vous êtes vraiment conscient? Est-ce que vous êtes présent quand vous êtes en transe? Vous voyez agir, vous voyez tout ce qui se passe? Je te laisse répondre aussi. Oui, bien sûr, la réponse est oui. C'est non seulement indiscutable, mais c'est une expérience radicale.
Et quel lien on peut faire avec l'hypnose? Enfin, si on peut faire un lien. Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. D'accord. Bah, c'est ce qu'on fait au CHU de Liège, justement. C'est parce qu'eux, ils ont les bases de données de l'étude au niveau du cerveau en neurosciences de l'hypnose, et donc de comparer. Et là, on aura les réponses plus précises. On pourra dire, bon, bah, l'hypnose et la transe sont peut-être similaires dans ce sens, mais différentes dans celui-là. Voilà. Oui, en tout cas, le ressenti du vécu de la transe hypnotique et de la transe cognitive est différent, oui, vraiment différent. Dans certaines lectures sur le chamanisme, il y a un élément qui est... Il faut parler vers le micro tout simplement pour que le sous-titrage en direct puisse se faire. Voilà. Dans certaines lectures sur le chamanisme, notamment sud-américain, il y a un élément qui paraît important pour entrer dans ces états de conscience modifiés, c'est l'arrêt du dialogue intérieur. Je n'ai pas entendu. L'arrêt du dialogue intérieur semble être une technique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, observé ou qui entre dans votre réflexion? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il faudra en avoir l'expérience. Mais en ce qui me concerne, dans cet état-là, il n'y a pas de dialogue intérieur. Parce qu'on est l'autre partie du dialogue en même temps. C'est ça la dissociation. Donc je pense que par nature, ça s'arrête, mais je ne peux pas en dire plus. Si je peux me permettre, quand j'écris, ça me fait pareil. Voilà, donc quand on écrit, c'est un état modifié de conscience. La première étape de l'état modifié de conscience, c'est la perte de la notion de temps. Hein, donc quand vous êtes passionné par quelque chose et que vous avez passé 4 heures à écrire ou à dessiner ou à vous promener et vous avez l'impression qu'il s'est passé une demi-heure, vous avez vécu la première étape de l'état modifié de conscience. Alors après, il y a la diminution de la perception de la douleur. Donc quand vous sortez de cet état et que vous dites « Oh là là, j'ai froid », vous n'êtes pas rendu compte que vous aviez froid ou trop chaud, eh ben c'est aussi une des étapes des états modifiés de conscience. Donc perte de la notion de temps, diminution de la perception de la douleur, augmentation de la force. Quand on fait l'amour, quelquefois, au moment de l'orgasme, eh ben, on fait des trucs physiquement qu'on ne pense pas possible. Dans les situations d'urgence, on se dit « Mais comment j'ai fait pour soulever cette personne alors que je pense être incapable de le faire ?» Donc l'augmentation de la force, ça veut dire que vous avez vécu un état modifié de conscience. Voilà. Et puis après, il y a le phénomène de dissociation, c'est-à-dire que là, vous le vivez quand vous vous voyez en train de soulever quelqu'un et que normalement, vous n'êtes pas capable de soulever cette personne. Et l'accès à des informations, ça, j'en ai pas parlé, c'est-à-dire que pourquoi les chamans et dans toutes les populations, on utilise la transe, c'est pour accéder à ce qu'ils appellent ce monde des esprits, qui va nous donner des informations auxquelles on n'a pas ou peu accès dans un état de conscience ordinaire. Du coup, je voulais savoir, plus que de pouvoir se guérir soi-même, en fait, c'est possible vous êtes capable de guérir les autres. Il y a une vraie connexion, en fait, vous, quand vous rentrez en transe, avec les autres personnes en face de vous. Ça, on n'en parle pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est nos capacités d'auto-guérison et de la façon dont la pratique de la transe peut permettre d'augmenter ce potentiel d'auto-guérison. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Après, soigner les autres, on ne sait pas qui soigne qui. Hein, voyez, voilà. Parce que vous disiez... Voilà, pour l'instant, nous, on ne peut pas dire que... mais c'est sûr qu'il y a une interaction qui se passe entre deux personnes, qu'il se passe des choses. C'est évident. Mais après, il faudra démontrer à quel point. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir le faire soi-même. C'est vrai que c'est très troublant, cette porosité qu'il y a entre le guérisseur et le malade, entre guillemets, le soigné et le soignant. Une personne qu'on pourrait considérer comme malade qui serait en fait prédisposée à soigner. D'après ces recherches en neurosciences, vous le lirez dans l'article, on constate qu'il y a une prédominance de l'hémisphère droit. Normalement, c'est l'hémisphère gauche qui est le prédominant, qui nous permet de construire la personnalité, d'avoir la perception de l'ego, de dire moi je fais ci, je suis ça, je suis capable de ci, je suis pas capable de ça. Et quand c'est l'hémisphère droit, c'est plutôt les perceptions. Et comme il y a une prédominance de l'hémisphère droit dans ces états, on pense que la perception de l'ego, du coup, elle est diminuée. Et comme elle est diminuée, ça nous permet de nous ouvrir à notre environnement de façon plus importante et donc de capter des informations qui sont là. Hein. De toute façon, les informations, elles sont autour de nous. Quand vous faites une transe devant un arbre, vous captez plein de choses de cet arbre. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est un des plus beaux résultats de la pratique de la transe, c'est cette
interaction et interconnexion avec notre environnement. Oui. Moi, j'ai une question par rapport la transe cognitive et la transe chamanique. En fait, ma question, ça... Est-ce que dans la transe cognitive, on peut avoir accès au monde des esprits comme avec la transe avec la transe chamanique? Et parce que là, dans la transe cognitive, c'est comme si on voudrait occidentaliser cette pratique. Mais je sais pas. Enfin, ma question est celle-là. Ouais. Oui, je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais on a accès exactement aux mêmes informations. Simplement, là-bas, ils appellent ça le monde des esprits, nous, on appelle ça des informations. C'est exactement la même chose. Hein. Et on peut vivre des états d'extase avec la transe, même sous toutes les choses que vous voyez là. Si vous voulez, je vous montre la vidéo après. Ou à la fin de la transe, alors on fait une stimulation magnétique transcrânienne, c'est-à-dire qu'on m'envoie des stimulations électromagnétiques sur le crâne, et c'est très désagréable, d'accord ? Donc il y en a 500 au minimum, et c'est comme si on avait un pivert qui nous tape sur le crâne. Alors quand il y a un coup, deux coups, tout va bien, mais quand il y en a 500, 700, 800, au bout d'un moment, ça gonfle. Voilà. Alors, vous allez voir que dans les protocoles qu'on a mis en place, parce que j'ai pas le droit de bouger dans l'IRM, parce que j'ai pas le droit de bouger sous EEG et dans ce que vous allez voir, la stimulation magnétique transcrânienne, on s'est mis d'accord, je fais 2 minutes de transe normal, comme je veux, avant, et quand je me calme, après je visualise les mouvements au lieu de les faire. Donc je visualise les sons, je visualise les mouvements au lieu de les faire. Donc ça bouge plus. Alors je leur ai dit, vous lancez l'enregistrement des EEG et d'IRM quand je bouge plus. Et donc là, vous allez voir donc l'induction de la transe, et vous allez voir que c'est tellement désagréable que ce qui se passe, la transe va faire en sorte d'annuler la douleur que ça provoque, parce que j'ai un coussin dans le cou qui est mal placé, donc j'ai super mal au cou au début, avant la transe. Et vous allez voir que je vais terminer en état d'extase. Donc non seulement la transe a réglé la douleur liée à l'expérience, mais en plus, elle a provoqué un état d'extase qu'ils ont un peu assimilé on lui a grillé le cerveau. Vous allez voir, vous allez voir. Parce que en fait, ma langue, elle finit comme ça. Voilà. Comme ça. Et moi, en fait, ce que je vis là, c'est que la transe m'apprend à expirer suffisamment lentement pour provoquer une extase, en quelque sorte. Donc, c'est la transe qui m'apprend à faire tout ça. Bon, allez, je vous montre. Comment on devient débile en 3 minutes. Juste pour ajouter un petit truc. Donc... il y aura, dans la transe cognitive, il n'y a plus ce lien aux esprits que... Enfin, c'est la même question, mais je veux dire, il n'y a plus... on perd en fait ce lien... Alors, on perd l'interprétation culturelle de ce qui se passe, mais la fonction est la même. C'est-à-dire que si vous voulez, pendant la transe cognitive, si vous voulez vous adresser aux esprits, et puis on les voit, les entités, de toute façon, on les voit pendant les trans, on voit des tas de choses qui se passent autour de nous, et on peut s'adresser à des ancêtres, on peut leur parler, et ça c'est magnifique. On a vu à Berkeley avec la psychologue qu'on accède à des dialogues avec des ancêtres, des choses qui se débloquent comme ça, et ça c'est magnifique. Donc on ne l'appelle pas monde des esprits parce qu'ici, ça ne se fait pas, je veux dire, mais ça revient au même. Alors, vous allez voir ce qui sort de moi. En fait, c'est une espèce de... J'ai l'impression d'être un samouraï qui est en train de régler son compte à ce qu'on est en train de me faire sur la tête. D'accord ? Et vous allez voir. Je suis un peu rabat-joie, mais voilà, il va nous rester... on ne sera pas loin de la conclusion après. Ça dure 3 minutes, 2 minutes. Tout à l'heure. Vous avez eu déjà l'arnachement. Hein. C'est toi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Mais oui, vous voyez la réponse à la douleur. Et voilà la possession par un samouraï. Comme dans l'Exorciste. Et tous les gestes, tout a une signification.
Voilà, ça se calme et je vais visualiser les mouvements du défunt. Là, ils vont commencer l'enregistrement. Ils envoient les petits tic-tic. Et voilà, voilà ce qui a provoqué leur... Ils se sont dit, oh là là. Après, vous voyez l'état d'extase total. C'est trop bien. C'était génial. C'est pour terminer, pour vous montrer que tout ça n'est pas dramatique et qu'on peut... Les dessins, il y avait des dessins? Oui, des broderies. Il y avait des broderies. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je sais pas. Oui. Ouais. Moi, j'avais une question, c'est que vous parliez d'un état qui est irrésistible, mais d'un autre côté, vous avez parlé qu'il y a eu des moments où vous arriviez à rendre 100% d'une classe en état de transe. Est-ce qu'il y a une question de consentement quand on rentre en transe? Oui, bien sûr. Et donc, avec ces outils, avec des psychotropes ou des plantes psychoactives, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ou quand on prend du LSD ou quand on prend de l'ayahuasca, on part en transe. On n'a pas le choix. Avec ces outils-là, on est toujours, on vous l'a dit, on est toujours conscient de ce qui se passe. On peut arrêter quand on veut l'expérience. Hein. Ou alors, ce qu'on fait, on a envie de le faire. Hein. En général, ça se passe comme ça. Mais on peut très bien l'arrêter si on veut pas le vivre. Donc, il y a évidemment un consentement. Et ça, c'est la première chose. Pardon, Oui, j'ai une dernière petite question. Dans le cas où on pratique soi-même et donc il y a un consentement, est-ce qu'il y a un risque de mauvaises expériences? Oui, évidemment. Eh ben, je laisse Catherine répondre. Non, non, oui, pardon. oui, parce qu'évidemment, il y a un risque. Il ne Excusez-moi. faut jamais faire ça, enfin, éviter de faire ça tout seul, hein, vraiment. Vraiment, on l'a dit tout à l'heure, si on n'est pas accompagné par des gens qui sont compétents, qui sont très entraînés et qui sont susceptibles de vous ramener s'il y a quoi que ce soit, ça peut être une mauvaise expérience. C'est-à-dire, si je comprends bien, les personnes que vous avez initiées et qui peuvent se soigner par l'auto-induction ont appris à gérer les éventuelles expériences compliquées. Oui. On a une dernière question devant. Non, il faut que ce micro. soit dans le micro pour des raisons techniques. Oui, bonjour, bonsoir. Vous l'avez évoqué, vous avez comparé donc le monde des esprits à l'information, en gros. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur la nature de ce monde des esprits ou des informations? Est-ce que ce sont juste des mémoires? Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on est des animaux, parce que si on peut se transformer en animal en reproduisant les mêmes comportements, ça veut dire qu'on a un lien extrêmement étroit avec les animaux, plus qu'on ne le pense. On sait pas du tout hein, qu'est-ce que c'est que ce monde des esprits. Si vous parlez des animaux, je sais qu'il y a des gens qui sont des juges aux États-Unis qui ont défendu les animaux grâce à ce qu'on vit pendant les trans. C'est-à-dire que si nous, on est capable, juste ce que vous dites, si on est capable de vivre ce que vit un animal, il n'y a pas de raison de leur faire du mal. Donc ils se sont servis des expériences de trans pour défendre la cause animale. Voilà. C'est juste une anecdote, mais qui est intéressante. Après, je laisse... Non, mais la réponse, c'est qu'on n'en sait rien. J'ai commencé prudemment par vous dire, je ne pourrais jamais répondre à la question « pourquoi ?» À la question « qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on va faire ?» Oui, on peut éventuellement avoir des idées, mais pourquoi aucune? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que l'information? Je vous ai évoqué ce que c'est que la mémoire. Rien que ça, on ne sait pas répondre. Enfin, pas répondre précisément. Donc, on ne sait pas. C'est pour ça que l'interprétation des esprits, tout ça, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est totalement culturel, ça. Ce qu'on décrit, c'est un phénomène, c'est un mécanisme biologique, physiologique, qu'on essaie de mieux comprendre, de mieux appréhender, et essayer d'en faire quelque chose. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut s'arrêter, enfin, en ce qui me concerne. J'avais juste une question rapide.
Est-ce qu'il y a des projets de recherche ou des expériences qui ont déjà été commencées sur des personnes qui souffrent de schizophrénie? C'est très exactement ce qu'a dit Corinne tout à l'heure. On n'a jamais trouvé de méthode pour aider quelqu'un à revenir d'une expérience dissociative comme de l'intérieur. Ce qu'elle vient de décrire avec le docteur Lemoine, pour moi, c'est le premier cas connu où on aide quelqu'un à revenir sans médicaments d'un phénomène de dissociation psychotique. Donc évidemment, c'est une piste. Est-ce que ça veut dire que c'est ça la psychose et que c'est ça la schizophrénie? Sûrement pas, parce que dans ce cas-là, c'est justement pas réversible. Merci. Tout d'abord, je sens une grande bienveillance dans votre démarche en tant que médecin ou soignant. Moi, je suis musicothérapeute et je trouve ça très louable. Je me posais simplement une question concernant l'intitulé sur l'importation de telles pratiques. Est-ce que ou les chamans qui vous ont formé perçoivent de manière bénéfique l'exportation en fait, de leur patrimoine? C'est une question que je me posais. Alors la première fois que j'ai montré ma tête avec des électrodes à la chamane en Mongolie, elle a ri, elle a beaucoup ri, elle s'est fichue de moi, j'étais très vexée. Et elle a beaucoup ri. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Plutôt que de faire ton métier, ton travail de chaman, tu fais quoi? Voilà. Donc moi, je savais ce que je faisais, mais elle ne peut pas comprendre. Elle ne comprend pas et je le respecte absolument. Mais les chamans de Mongolie, maintenant, ils viennent en Occident, ils viennent faire des cérémonies, ils viennent... voilà. Donc c'est devenu un business pour eux. Aussi, comme partout dans le monde. On parlait de l'Amazonie tout à l'heure, avec l'ayahuasca, il y a aussi un business. Alors attention, parce qu'avec l'ayahuasca, je travaille avec un anthropologue qui est Sébastien Beau, qui m'a dit, attention, surtout préviens les gens qu'aujourd'hui, si on achète de l'ayahuasca sur Internet, il y a un peu de mort au rat dedans. Voilà. Donc évidemment, ça fait un peu mourir. Donc il y a un mort tous les 6 mois à peu près avec ça. Donc c'est vraiment les dangers de ça, de ne pas être accompagné, de se dire ah bah oui tiens je vais me faire une petite expérience. Une fois j'ai un jeune homme qui est venu me voir, il avait de la datura dans son jardin, il avait fait pousser de la datura et il s'est dit bah tiens je vais essayer de trouver. Il connaissait pas du tout, il avait entendu parler de ça et de cette pratique par des chamans, enfin les curanderos en Amazonie, parce qu'aujourd'hui on dit chaman à tout bout de champ, mais en fait c'est pas approprié. Alors les curanderos en Amazonie, et il s'est dit bah tiens moi je vais essayer. Alors il a commencé par prendre différentes parties de la datura parce qu'il savait pas exactement ce qui était psychoactif. Et un jour il a réussi sa formule et il est parti, mais il est jamais revenu. Il s'est retrouvé à Sainte-Anne pendant 6 mois et après il était sous médicaments parce qu'il avait des terreurs. Ça a déclenché des crises schizoïdes. Donc il faut faire vraiment attention. Faites très attention. Soyez certain de la personne qui vous accompagne dans ces expériences et des produits que vous utilisez aussi, parce que quand il y a des trucs psychoactifs, ils ne sont pas forcément purs. Donc comme pour l'ayahuasca et la mort au rat. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce que c'est une bonne question. Ça. Comment voit-il ça? Ce n'est pas une exportation d'un patrimoine culturel. Non. C'est un phénomène biologique qui appartient à l'histoire de la vie. Donc, dans le pire des cas, ça appartient à toute l'humanité. Et pourquoi pas à tous les animaux, et pourquoi pas. Enfin, on peut y aller, puisque c'est justement l'histoire de ce développement. On retrouve des phénomènes, j'ai dit tout à l'heure, qui ont toujours déjà été là. C'est une phrase bizarre, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Alors, j'avais une autre question, vous venez d'y répondre pour partie. Donc, vous avez expliqué que c'est un phénomène biologique, quasi mécanique. Est-ce que la transe est le propre de l'homme? Ou est-ce qu'elle est observable chez d'autres espèces animales, comme les grands primates, les cétacés, etc. Alors là, c'est pas du tout ma spécialité. J'ai un chercheur qui travaille sur les poulpes, sur le comportement des poulpes, et qui m'a dit ce serait bien peut-être de faire une étude pour voir si les poulpes entrent en transe. On leur ferait écouter ces sons et tout ça, voilà. Mais j'ai pas voulu. Et lui non plus, il plaisantait à moitié, mais parce que on s'est dit, mais finalement les animaux connaissent cet état naturellement. Moi, je vois mes chiens, ils sont
ils sont capables de vivre ces états. Enfin, il me semble. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas plus. En tout cas, je remercie. Je suis désolée, on doit y aller après, voilà, sur le trajet retour. Je remercie énormément Catherine, Corinne et Jean-Pierre pour ces témoignages. Je vous remercie tous pour déjà votre présence et puis pour vos questions et vos échanges. Voilà, donc on a ouvert peut-être plus de questions que de réponses, mais c'était aussi l'objectif de s'interroger. Bien qu'on parle d'opéra, c'est 4 matins. L'opéra ? Oui, l'opéra. Oui. Mais je vous expliquerai ça plus tard.